Salouete Condiscipuli. Même si la plupart du temps la justice ne commet pas de grossières erreurs, il lui arrive d'envoyer un innocent en prison, et c'est ce qu'on appelle une erreur judiciaire. C'est le cas par exemple de la très célèbre affaire Dreyfus, qu'on peut considérer comme une erreur judiciaire, ou plus récemment le cas de Patrick Dils, une des plus célèbres erreurs judiciaires déroulées en France, puisqu'il a passé 15 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Bon, depuis il a été réhabilité, dédommagé, il y a même un bouquin qui est sorti dessus, puisque le gars avait quand même la chance d'avoir été accusé de ce crime au moment où la peine de mort était abolie dans le pays. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui de retourner à une époque où la peine de mort était bien en vigueur, au XVIIIe siècle, à l'époque où quand t'habitais en France et que tu étais protestant, t'avais pas vraiment intérêt à avoir affaire à la justice. Et plus précisément, on va parler de l'affaire Calas. Allez, c'est parti. L'affaire Calas, c'est le nom d'une famille toulousaine protestante du XVIIIe siècle. Évidemment, vous vous doutez bien ici, le problème c'est justement le protestantisme. Mais pour comprendre cela, du contexte s'impose. Comme vous le savez, au XVIe siècle, la religion protestante apparaît en Europe. Une religion qui n'est pas vraiment acceptée puisqu'elle met en mal la traditionnelle religion catholique, quand bien même les deux proviennent de la même racine, le christianisme. Suite à de bonnes grosses guerres, le bon roi Henri IV promulgue le très célèbre édit de Nantes. Et ça y est, les protestants peuvent exercer leur culte librement jusqu'à ce que Louis XIV révoque purement et simplement l'édit de Nantes en 1685. Ainsi donc, en 1761, date à laquelle l'affaire éclate, Toulouse est une ville profondément catholique, avec environ un protestant pour 250 catholiques. Le 13 octobre 1761, la famille Calas, comptant le père Jean, la mère Anne-Rose, Marc-Antoine l'Aîné et Pierre le Second, dîne avec une servante et un ami de passage, Gobert Lavaïs. La soirée se passe normalement, et vers 22h, Marc-Antoine Calas est retrouvé pendu. Vous vous doutez bien, c'est l'effroi dans la maison, on envoie quelqu'un chercher un médecin, et bien qu'on est tard le soir, une foule finit par s'attrouper autour de la maison des Calas, alertés par les cris. L'attitude de la famille est suspecte, notamment parce qu'on découvre le cadavre de Marc-Antoine allongé par terre, et la famille affirmant qu'il s'est fait assassiner par un inconnu. Cette tentative de maquillage se trouve en fait légitimée par la volonté des Calas à effacer les traces de suicide. Je rappelle qu'on est dans une France du XVIIIe siècle profondément pieuse, et le suicide est considéré comme un meurtre. Bon, un meurtre contre soi-même, mais un meurtre auquel on réservait un sacré châtiment. David de Baudrigue, le capitoul de Toulouse, c'est-à-dire en gros le chef du conseil municipal de la ville, intervient et interroge Jean Calas et sa famille. Poussé par les rumeurs de la foule et les réponses évasives du pauvre homme sur le maquillage du suicide, il tombe sous le sens que Jean Calas a assassiné son fils protestant qui allait se convertir au catholicisme, et ce, alors même qu'un autre fils de Jean Calas, Louis, s'est converti il y a quelques années. Vous vous doutez bien, les preuves contre la famille ne sont pas légion. Le procureur du roi, l'ancêtre du procureur de la République qu'on connaît, publie ce qu'on appelle un monitoire de fin d'exécution, où rumeurs et ragots font désormais force de preuve. Très vite, on accuse la famille de complot familial contre Marc-Antoine Calas, et, in extenso, un complot protestant. Très vite, le tribunal des capitous condamne Jean, Anne-Rose et Pierre Calas à mort. Les accusés, bien évidemment, font appel de cette décision, et un deuxième procès a lieu au Parlement de Toulouse. Les juges mettent énormément de temps pour se décider, et finissent par également condamner Jean Calas à mort, son fils Pierre au bannissement, et en acquittant, c'est-à-dire innocenté, Madame Calas, Gobert Lavaïs et la servante. On demande également de torturer Jean Calas pour qu'il avoue son crime, chose qu'il n'a toujours pas fait malgré le prononcé de la sentence. Jean Calas clamera son innocence jusqu'à son exécution le 10 mars 1762. Banni, Pierre Calas s'exile à Genève, où il fait la rencontre d'un certain Voltaire. Celui-ci est informé depuis longtemps de l'affaire étant donné son grand retentissement. Il est convaincu par Pierre de l'innocence de Jean Calas alors même qu'il était persuadé du contraire peu de temps avant. Après une petite enquête, Voltaire plaide pour la réhabilitation de Jean Calas, notamment en écrivant ce livre, où il prononce la célèbre phrase « Il faut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison », nous invitant par ailleurs à la réflexion sur la tolérance qui est quand même la base de toute cette histoire. En 1764, il apparaît clair que la procédure à l'encontre de Jean Calas était tout à fait irrégulière. L'Assemblée du Conseil du Roi, en gros une sorte de juridiction suprême, casse l'arrêt du Parlement de Bordeaux condamnant Jean Calas à mort. David de Baudrigue, le capitoul à l'origine de l'enquête, est destitué, et la mémoire de Jean Calas est définitivement réhabilitée l'année d'après, et sa famille se voit ouvrir une pension royale après une rencontre avec le roi de France Louis XV. Rien que ça. Il faudra tout de même attendre la veille de la Révolution pour voir les premières législations en faveur des protestants. On l'a vu, l'affaire Calas a montré l'incroyable manque de lucidité d'une justice biaisée sur une affaire de religion. Le coupable, en tueur protestant, était tout à fait trouvé,
et on peut montrer les similitudes de cette affaire avec l'affaire Dreyfus qui s'est déroulée tout de même 130 ans plus tard. Il est clair que cette affaire a été influencée par un mauvais contexte, et heureusement qu'aujourd'hui le culte n'entre pas en ligne de compte systématiquement sur une affaire de meurtre. Enfin, normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, évidemment si elle vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce chez Sourceum, et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. La musique du jour était l'ouverture de Faust de Richard Wagner, et quant à moi, je n'ai pas oublié mes vieilles habitudes romaines, et je vous dis, saluete, condiscipuli.